À l'écoute de la petite enfance. Bonjour et bienvenue à ce 23e épisode d'À l'écoute de la petite enfance. Aujourd'hui, je suis avec Lisa Parent de l'Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs. J'ai bien dit? Oui, absolument. Donc, je vais te laisser te présenter et j'ai bien hâte là, qu'on embarque dans le sujet ensemble. Ah ben, c'est super. En fait, là, moi, comme tu as dit, c'est Lisa. Je travaille là pour l'AKEPA, donc l'association que tu parlais tantôt. Moi, je suis sourde, en fait, là, des deux oreilles, donc sourde complètement là, totale depuis que j'ai 3 ans et demi. Puis, c'est suite à une méningite bactérienne, en fait, là, que je suis devenue sourde. J'ai un implant cochléaire du côté droit. C'est comme ça que j'entends. C'est mon piton on-off. Ah, c'est... Puis, c'est ça, moi, je travaille, en fait, là, je suis éducatrice spécialisée. J'ai un grand bagage, là, en éducation à l'enfance aussi. Puis, moi, mon rôle à la KEPA, c'est d'organiser des activités, des services pour les enfants qui ont des problèmes d'audition, puis leur famille. Puis aussi, là, je fais de la sensibilisation, des conférences, des choses comme ça, là, ouais. Oui, puis j'ai vu d'ailleurs là des services que vous offriez. Tu es déjà venu aussi porter là, des petites pochettes aussi pour les enfants là avec problème auditif là, au CPE où je travaille. Donc j'ai vraiment là j'ai pu voir un petit peu une petite partie là, de ton travail à l'œuvre. Mais avant qu'on parle un peu plus de l'association, de qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour aider les familles, j'aimerais en fait là que tu nous parles un peu des problèmes auditifs, puis tu sais, c'est quoi la prévalence en jeune âge? Parce que souvent, les personnes qu'on pense, quand on pense à problèmes auditifs, c'est vraiment plus au niveau des personnes âgées, Oui. où est-ce qu'on voit plus des appareils auditifs. Mais quand je pense à moi, quand j'étais jeune, au final, ben, je me souviens que j'avais une amie là, qui avait là, des appareils auditifs au CPE. En fait, on en a 2 enfants actuellement qui ont des enfants, pas encore, qui ont des appareils auditifs. Donc, c'est pas si rare là, que ça. Mais justement, j'aimerais ça qu'on parle un peu de c'est quoi. Puis, c'est combien d'enfants que ça touche? C'est quoi ça vient d'où? Comment ça se passe? Tu sais, toi, c'est la méningite, mais c'est quoi les causes les plus fréquentes, en fait? Oui, en fait, là, donc, effectivement, c'est pas si rare que ça. Juste au Québec, il y a environ 11 700 enfants là, qui ont des problèmes d'audition entre 0 et 17 ans. Quand Donc, même. ça fait un bon quota, mais les problèmes auditifs, quand on parle de ça, c'est surtout de la difficulté à comprendre, la difficulté à entendre et la difficulté à traiter l'information, en fait, là, qui rentre dans nos oreilles, là. Puis, il y a plusieurs causes à la surdité. Comme tu as dit, il y a la méningite, mais la cause numéro un, c'est surtout les causes congénitales, là. Donc, ça arrive, par exemple, avec le bagage génétique. Papa, maman portent un gène, même si les parents est entendant, puis l'enfant il naît sourd. Ça peut être aussi des infections durant la grossesse, comme la rubéole, même la 5e maladie, ou OK. des complications à la naissance aussi. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent, tu sais, au niveau là, des problèmes d'audition chez les enfants. La deuxième cause la plus fréquente, c'est les infections. Donc, la méningite, mais Ouais. aussi les otites à répétition qui peuvent causer là, des Ah problèmes d'auditif. ouais. Oui, absolument. Même ça peut être léger, ça peut être plus sévère aussi. Il y a sinon ça peut être des coups à la tête, un accident, ça peut être l'exposition au bruit fort ou même des traitements là, pour certains traitements pour le cancer. Là, ça cause des problèmes d'audition. Fait que finalement, c'est très variable. Puis au final, le degré de surdité d'un enfant à l'autre est aussi variable qu'il y a d'enfants. Donc, c'est vraiment diversifié, là, ouais. Oui, puis ça, dans le fond, là, le diagnostic, il a été mis par un audiologiste, j'imagine, pardon. Oui, absolument. Donc, J'imagine. par un audiologiste, oui. Puis, est-ce que tu peux, en fait, nous parler un peu de comment était mis le diagnostic? Oui, ben en fait, là, maintenant, 99% des hôpitaux au Québec font le dépistage auditif à la Oui, naissance. Donc, déjà là, on peut avoir une bonne idée. Puis, si le test n'est pas concluant, il y a une référence qui est faite à Sainte-Justine, l'hôpital Sainte-Justine. C'est à ce moment-là que l'audiologiste va faire un diagnostic, si diagnostic il y a.
Puis, il faut toujours être vigilant, en fait, là, parce que, comme je dis, ça peut arriver plus tard aussi. Donc, tu sais, moi, par exemple, quand je suis devenue sourde suite à la méningite, on l'a pas su tout de suite parce que je lisais déjà sur les lèvres. C'est la vigilance de mes parents qui, OK, elle réagit plus au son fort, elle nous répond plus quand elle est de dos à nous. Mais là, ça fait, OK, il y a probablement un problème auditif. Et c'est l'audiologiste qui l'a confirmé que j'ai eu mon diagnostic. Oui, puis justement, t'en parles, là, ben, je vois souvent ça aussi dans les cas d'enfants qui ont des problèmes langagiers. Souvent, on va refaire une référence en audiologie avant de pousser pour un diagnostic vraiment langagier. Je pense au trouble développemental du langage, souvent que c'est quand même un diagnostic qui est quand même répandu là, au niveau des enfants 0-5 ans, dans les diagnostics langagiers qu'on va avoir, là, il y a quand même une bonne prévalence. Ben, souvent, avant de passer au diagnostic, on va faire là, des tests en audiologie juste pour s'assurer que ce n'est pas au niveau là, plus vraiment auditif. Euh, Puis sinon, là, je vois aussi beaucoup d'enfants qui ont des tubes. Donc, tantôt, tu Oui. parlais là, d'otite à Mhm. répétition. Puis, j'ai vu aussi beaucoup d'enfants dans justement les centres de la petite enfance qui ont eu des tubes. Puis, quelques semaines plus tard, on avait un enfant qui avait beaucoup plus de vocabulaire, qui avait une meilleure compréhension, Absolument. une meilleure participation aussi là, Oui. lors des activités de groupe, là. Oui, absolument. En fait, là, c'est ça, tu sais, pour avoir un bon langage, il faut être exposé au son puis à la parole. C'est sûr que nous, on n'est pas des spécialistes au niveau du langage, mais on sait qu'un trouble, un retard de langage, ça peut être causé par justement un problème auditif. Donc, comme tu dis, c'est la première étape souvent quand on observe un problème de langage, un retard de langage. Ouais. Puis, sans le vouloir, tu nous as fait une belle porte d'entrée, là. Je pense que j'aimerais qu'on glisse tout de suite sur le sujet, en fait, des impacts que ça a sur le développement puis sur, en fait, la vie, là, de l'enfant, en bas âge qui a, des problèmes auditifs. En fait, on peut parler des impacts. Oui, effectivement, il y a non seulement le langage, mais il peut y avoir aussi au niveau là, des relations avec les autres, communicationnelles, puis le social, parce que bon, l'enfant va pas nécessairement comprendre les conversations de groupe. Quand il est en groupe, par exemple, à la garderie ou en classe, ben là, il y a beaucoup de bruit, ça va être difficile d'écouter les consignes, de les comprendre. Donc, il peut y avoir de l'exclusion, de l'isolement aussi là, qui est vécu par l'enfant. Sinon, il y a un impact aussi là, quand que le problème auditif est dans l'oreille là, qui est moyenne, l'oreille interne, en fait, là, c'est le siège là, de l'équilibre. Ouais. Donc, si ça l'affecte, là, l'enfant peut avoir des problèmes d'équilibre, peut avoir des vertiges, ça va impacter ça aussi. Donc, outre ça, là, on peut avoir aussi là, les problèmes, là, on peut observer des problèmes de comportement. Donc, mettons un enfant là, qui va vivre des crises de colère, de la frustration parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre ni à comprendre. Puis, au niveau aussi de son identité personnelle. Donc, un enfant qui peut pas s'identifier à la communauté entendante et qui a jamais vu d'autres enfants avec des problèmes, des appareils auditifs, ben ça va être difficile de s'identifier, là, justement. Par contre, là, on a parlé des impacts négatifs, puis je veux quand même préciser qu'il y a des impacts, il peut y avoir des impacts positifs, Mais surtout si oui! l'enfant a des bonnes ressources autour de lui, il y a des bons outils. On peut observer des enfants qui vont être très résilients, qui vont être capables de s'adapter facilement. Puis, quand on a un sens en moins, bien souvent, on va développer plus les autres sens. Donc, au niveau, là, tu sais, là, visuellement, l'observation, les sensations, puis il peut y avoir des impacts positifs aussi, là, je voulais les nommer. En effet, dans le fond, ça fait, tu sais, ça fait partie de ton quotidien et tes parents ont été assez à l'affût, en fait, pour t'offrir la chance d'avoir un diagnostic rapidement après l'infection. Puis, ce qui a été, j'imagine, une étape, un défi, en fait, pour tes parents, ce qui a été présenté comme quand même une grande montagne dans ton développement, puis d'une grande phase d'adaptation. Toi, aujourd'hui, tu en fais une de tes forces. Tu sais, tu travailles là-dedans, tu travailles à la sensibilisation, puis à l'enseignement, en fait, là, aux familles, aux enfants qui ont ce type de problème-là. Oui, t'as vraiment raison, là, c'est ma force, c'est une de mes forces, en fait, que je me la suis appropriée absolument. Puis, bon, comme tu dis, j'ai fait ma carrière autour de ça. Ça a toujours fait partie de mon identité. Puis aussi, je l'aime mon piton en off. Là. J'aime ça pouvoir être dans le silence. Ah oui, oui, ça, là, ça c'est officiel. Je dors bien, là, tu sais, j'entends rien du tout. Là. Fait Oh, que, wow! J'avoue que de cet angle-là,
c'est vrai que c'est quand même je vois l'avantage que tu peux en retirer au niveau du sommeil. Tu sais, avoir le sommeil léger, là, c'est quelque Mhm, chose mhm. que tu ne connais pas. Donc, Non. écoute, je suis contente pour toi. Ah ben, Ben, pour ça. faut qu'il y ait du positif, là, tu sais, il faut le voir, le positif, là, c'est sûr. Parce que moi, je le vois de mon côté. Évidemment, je pense Oui, que ça dépend. Tu sais, tantôt, je parlais de quand un enfant a des outils externes, puis quand il y a les ressources, il peut justement être, on peut observer une résilience, mais ça dépend aussi des ressources internes de la personnalité. Ça, c'est certain. oui, puis de la manière que c'est présenté, de la manière qu'on va, tu sais, comme tu dis, toi, tes parents ont été super alertes aux signaux, sont allés, Oui. ils ont fait les démarches rapidement pour t'aider, pour aller voir c'est quoi la problématique à ce niveau-là. Mais c'est pas tout le monde aussi. Des fois, il y en a que ça peut tarder, il y en a que c'est moins pris au sérieux. Puis c'est sûr que je pense que le plus tôt c'est pris, le mieux ça va être, le mieux ça va évoluer. Donc, c'est sûr que c'est important aussi de bien s'entourer, puis de pas, tu sais, souvent les parents, puis c'est totalement normal, hein, on ne veut pas que nos enfants aient nécessairement des différences, même si tu sais, c'est surmontable, mais on aimerait ça que notre enfant soit neurotypique. On aimerait que notre enfant il ait une belle démarche droite. On aimerait que notre Oui. enfant excelle dans une ou l'autre des matières que Mm. nous, on aimait à l'école, par exemple. Mais c'est important aussi de mettre les choses en place pour justement aider les enfants dans ces difficultés, dans ces problèmes-là, parce que, comme tu as dit, ben, tu sais, c'est un état, là. Toi, tu es sourd, donc Oui, c'est tu, ça. ça, on peut juste t'aider, mais on peut pas changer l'état. Donc, Non, faut c'est juste ça. l'accepter, en fait, là. Ah oui, exactement. Puis c'est ça aussi, on parle aussi beaucoup là, tu sais, de comment que les parents vont réagir. En fait, à l'annonce du diagnostic, souvent c'est difficile là, pour un parent parce que c'est un deuil à faire là, de Absolument. son enfant entendant. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de rendez-vous qui s'enchaînent. Mais par la suite, un parent qui va aller chercher ses ressources, qui va vraiment soutenir son enfant, ça peut faire quelque chose. En fait, on lui offre la possibilité de se développer à son plein potentiel, finalement. Puis c'est ça qui est vraiment merveilleux. Puis au final, que ce soit avec la langue des signes ou avec le langage parlé, l'important, c'est que l'enfant ait la possibilité de communiquer. Puis j'imagine, en fait, que c'est, en fait, pas j'imagine, je le vois, en fait, dans les milieux de garde, les réactions que les enfants ont quand ils ne se sentent pas compris, quand ils vivent un peu d'exclusion par rapport à ça aussi. Tu as un enfant qui a de la difficulté à rentrer en contact avec les autres enfants parce que, justement, il y a de la misère à comprendre ce qui se passe autour de lui, à bien percevoir là, les signaux de l'environnement, ce qui lui est dit directement. Mais c'est sûr que ça a un impact, là, veut pas, euh, sur son fonctionnement, en fait, au sein d'un groupe, là. Oui, absolument, là. Puis, tu sais, nous, en fait, c'est notre mission à la KEPA là, de promouvoir l'inclusion des enfants qui ont des problèmes d'audition. Donc, si on est là pour promouvoir l'inclusion, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup d'exclusion, puis il y a beaucoup d'isolement, là. Donc, oui, Malheureusement. malheureusement, oui. Puis avant qu'on tombe tout de suite dans votre mission, puis qu'est-ce que vous offrez, puis comment en fait les parents aussi, on peut, les parents, les intervenants, comment on peut aider l'inclusion de ces enfants-là, puis qu'est-ce qu'on peut aussi adapter dans une façon de faire dans le quotidien pour être plus adéquat en fait pour ces enfants-là. J'aimerais ça un peu que tu me parles des types d'appareils parce que au nombre de personnes que j'ai vues avec des appareils auditifs, tout le monde j'ai vu autant d'appareils que de personnes avec des appareils. Puis j'aimerais en fait là, que tu nous aides un peu à voir qu'est-ce qui va déterminer un type d'appareil versus un autre pour tel enfant. Puis parce que j'ai déjà vu aussi des enfants qu'il y avait de la difficulté, par exemple, à percevoir les bruits aigus. D'autres que c'était les bruits plus graves, plus effacés. D'autres qui entendaient une espèce de bourdonnement. Donc, il y avait des problèmes qui sont très variés. Puis j'ai déjà vu des appareils avec un bandeau, par exemple. On l'accrochait. Ici, il y avait une clip après un chandail. Tu sais, il y a vraiment, il y en a qui arrivent avec des artilleries, là. Puis il y en a qui arrivent avec juste des petits, on dirait des petits écouteurs. Puis on met ça, on installe ça dans l'oreille. Puis dans le fond, est-ce que c'est toujours le même niveau de fonctionnalité souhaité? En fait, non. Donc, premièrement, il y a trois types d'appareils auditifs distincts, OK? Donc, le premier, c'est les appareils auditifs normaux. Donc, il y a plusieurs
marque, mais le fonctionnement est relativement le même. Ouais. Ça fait un peu comme un petit haut-parleur. Donc, ça se met sur l'oreille. Pas besoin d'opération pour ça. Puis, son but, en fait, là, c'est de euh, euh, amplifier le son. Donc, on va amplifier le son, les sons vont être plus clairs, vont être plus forts. Puis, pour pouvoir avoir cet appareil auditif-là, ça prend que l'oreille fonctionne bien, l'oreille interne, l'oreille externe, qu'il y ait un fonctionnement correct. OK? Le deuxième type qu'on voit aussi, c'est l'implant cochléaire. Donc, ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai. On va utiliser l'implant cochléaire quand l'appareil interne ou moyenne va avoir des parties endommagées parce que l'implant cochléaire, va contourner, en fait, là, ces parties-là. Ça prend une opération. En fait, l'opération, ça remettre la partie interne qui est comme derrière l'oreille. Là. Moi, elle est située à peu près ici. Puis, elle va jusque dans la cochlée, qui est l'organe, en fait, là, de l'oreille. Et comment que ça va fonctionner? C'est que ça va émettre ça va recevoir le son, la partie externe. Elle va émettre des signaux électriques, en fait, là, dans la cochlée, qui va les transmettre au nerf auditif, qui les transmet au cerveau, qui, lui, va l'interpréter comme des sons. C'est fascinant. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est ça. Il y a deux parties. C'est collé avec un aimant. Donc, moi, quand j'enlève mon aimant, je suis complètement sourde. J'entends rien du tout. Quand je le mets, ben, moi, pour ma part, je me débrouille bien comme une personne qui a un implant. Mais c'est pas toutes les personnes qui ont des implants cochléaires, c'est pas tous les enfants ni les adultes qui ont des implants cochléaires qui vont entendre de la même façon. Parce que ça dépend aussi, tu sais, par exemple, moi j'ai eu la méningite, mon cerveau, il y avait une mémoire auditive, Ouais. donc j'avais parlé avant aussi, ça a tout eu un impact sur ma façon d'entendre, ma façon de parler. Ah, c'est clair. Une personne qui est née sourde, comme j'ai une de mes amies qui, elle, a pas entendu pendant 7 ans, ben, c'est certain que le résultat sera pas le même parce que le cerveau, il a pas entendu pendant 7 ans. Puis les sons qu'il entend, Ah, c'est ben, on sûr. sait pas exactement, tu sais, c'est quoi C'est exactement. gros, 7 ans. Donc, oui, les implants cochléaires, ça permet de entendre, mais ça va jamais remplacer une oreille fonctionnelle, ça, c'est certain. Puis le troisième type d'implant qu'on voit moins souvent, mais qui est quand même qui existent là, au Québec, c'est les implants BAA qu'on appelle. Donc, ça, c'est des implants qui vont être, ça prend une opération aussi, vissés, en fait, là, au niveau OK. du crâne. Puis, là, tantôt, on parlait de signaux électriques, mais là, c'est les sons qui sont reçus vont être transformés en vibrations, en fait. OK. Puis, c'est comme ça que le cerveau va interpréter ces sons-là. Donc, on a l'appareil auditif qui va amplifier les sons, Ouais. l'implant cochléaire qui va contourner les parties endommagées, qui, lui, ça va être les signaux électriques. OK. Puis l'implant BAA, que ça, c'est si l'oreille, s'il n'y a pas d'oreille externe, il n'y a pas d'oreille, c'est comme le dernier qu'on peut utiliser, ben ça va être là avec les vibrations au niveau de la boîte crânienne. Sincèrement, c'était une description tellement claire et simplifiée. Tu sais, n'importe qui a écouté la vidéo, qui a aucune connaissance, va avoir compris, en fait, comment ça fonctionne. Ben, merci pour vrai, là. Ben, Ça c'est fait super. partie des belles explications que j'ai entendues. Génial. Puis là-dessus, je pense qu'on peut vraiment s'enligner sur les interventions, comment Oui. qu'on accompagne l'enfant. Puis tu en as parlé un petit peu tantôt aussi, mais peut-être aussi dans le diagnostic, parce que je pense que vous apparaissez pas longtemps après le diagnostic, vous, à la KEPA, n'est-ce pas? Oui, en fait, nous, on est disponible aussitôt qu'il y a un questionnement, on peut être là. Mais comme je disais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les parents, souvent, quand ils reçoivent le diagnostic, sont dans un tourbillon. Puis nous, on n'est pas la priorité et c'est parfaitement, parfaitement normal parce que là, on est dans le médical. On est dans il faut aller chercher c'est quel appareil qu'on va avoir, quel implant, l'orthophonie, puis tous ces rendez-vous-là. Donc, on est disponible dès le départ, mais souvent, les parents vont choisir de se joindre à nous un petit peu plus tard. Il y en a que non, puis c'est correct. Mais en fait, on les prend quand ils sont prêts. C'est exactement ça. On va les prendre quand ils sont prêts, puis on va les accompagner du mieux qu'on peut, dépendamment sont rendus où dans leur stade là, Ouais. d'acceptation. Puis, Donc, quand vous débutez l'accompagnement, qu'est-ce que vous offrez comme service, justement, d'accompagnement un peu plus précisément? ça va dépendre premièrement de l'âge de l'enfant. Ça va dépendre du besoin là, de la famille.
Pour les enfants de l'âge scolaire, nous, ce qui est vraiment populaire, un de nos services, c'est l'aide aux devoirs. Donc, en fait, on reçoit une subvention, puis on, on, s- on permet à l'enfant d'avoir un interprète ou un accompagnateur, quelqu'un qui va l'aider dans ses devoirs, en fait, finalement. Puis ça, c'est un service qu'on offre qui est vraiment populaire au niveau de l'âge scolaire. Au niveau de l'âge préscolaire, on a nos trousses pédagogiques qui sont thématiques, en fait. Donc, par exemple, la trousse Mon corps, ma santé, qui va offrir du matériel de jeu qui va toucher à chacune des sphères du développement de l'enfant, puis qui va permettre à l'enfant de se familiariser avec le milieu hospitalier, avec les termes, là, tu sais, au niveau là, de l'audition, avec son appareil auditif. Par exemple, on va avoir une poupée qui peut avoir soit un appareil auditif, un implant cochléaire, un implant BAA, euh, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des trousses qu'on offre en fait là, pour le 0,5 ans. On les appelle nos trousses de stimulation précoce. Puis, un autre programme qui est très populaire, c'est nos activités. En fait, c'est les activités sociales. Comme nous, on promouvoit l'inclusion, ben, on fait des activités sociales. Comme par exemple la cabane à sucre, où on va offrir aux parents là, de se regrouper. On a créé vraiment des beaux liens là, à travers les années Ah, entre c'est sûr. les membres, avec les enfants qu'on voit grandir. Puis c'est sûr que ça fait du bien, en fait, à tout le monde aussi de se retrouver avec un peu des gens qui ont vraiment des caractéristiques. Tu sais, le défi que j'ai, ben, mon copain à côté, il a le même, puis on vit un peu, pas nécessairement la même chose, mais on est un peu dans le même bateau avec nos problèmes auditifs. Fait que c'est sûr que de se rassembler, ça doit faire vraiment là, du bien, en fait, à tout le monde là-dedans. Là, puis aussi les parents de, d'avoir quelqu'un à qui parler, puis qui comprenne ce que tu vis, Ah parce que oui, vous traversez la vraiment. même chose, puis d'un peu... euh, c'est sûr qu'on n'a pas le même regard, même si moi, je t'écoute puis je suis sensible à ta situation, je l'ai pas vécu. Fait que Non. c'est sûr que ma sensibilité à la situation n'est pas la même que quelqu'un qui l'a vécu. Puis c'est tout à fait normal aussi. Fait que de pouvoir s'identifier à d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, c'est sûr que c'est gagnant, là. Fait que pour ça, je pense que c'est vraiment en fait une bonne idée. Puis aussi au niveau d'inclusion, là, d'avoir des jouets puis des modèles, des dessins que j'ai vus que vous aviez fait avec des enfants qui ont des appareils auditifs. Tu sais, oui, on essaie d'inclure tu sais, toute la diversité du monde. On en a, tu sais, on en a de tout, de toutes sortes. Puis c'est important aussi d'inclure cette diversité-là aussi dans notre offre de services en petite enfance, là. Dernier point, voyons, j'avais donc bien des choses à dire sur ce que tu as dit. Tu parlais tantôt de subventions aussi. Ben, c'est important aussi que les parents soient au courant qu'il y a une subvention aussi qui est disponible au niveau des services de garde, donc l'allocation pour intégration en service de garde. Lorsque votre enfant a un diagnostic, la majorité du temps, vous avez droit à cette subvention-là, ce qui fait que l'enfant a droit, dans le fond, à une subvention supplémentaire qui est remise au milieu de garde. Donc, si vous êtes dans un milieu de garde qui est subventionné, donc CPE, garderie privée subventionnée, milieu Oui. familial subventionné, ça donne accès aussi à un budget de matériel, donc pour acheter du matériel pour peut-être accommoder, pour aider l'enfant dans son quotidien, puis une subvention aussi supplémentaire journalière. Donc, on peut peut-être aller chercher des services d'un orthophoniste qui va venir une à deux fois semaine, par exemple, une personne en stimulation du langage, peut-être que vous allez payer une formation à votre personnel sur le langage des signes. Donc, il y a plusieurs choses possibles pour pouvoir venir aider cet enfant-là. Puis, dans le fond, il ne faut pas se gêner. L'allocation s'appelle malheureusement encore allocation pour enfants handicapés. Oui. Mais toute personne, en fait, là, qui ont un diagnostic en petite enfance ont droit, si bien sûr on remplit les critères, là, d'avoir cette subvention-là. Puis si vous parlez-en avec votre professionnel là, de la santé, que ce soit le biologiste, orthophoniste, sont tous en mesure de remplir ces papiers-là pour le milieu de garde. Fait que je pense que c'est important de le savoir. Oui, absolument. En fait, là, on a droit en tant que parent d'enfants handicapés, parce que oui, c'est un handicap, même si c'est une diversité auditive, mais au final, c'est Oui, un oui. handicap, c'est vu comme ça. Il y a beaucoup de programmes, non seulement cette allocation-là, il y en a d'autres aussi là, qui peuvent être Oui, à la vraiment famille aussi, là. oui, oui, vraiment intéressante. Puis je pense que tu marques un point aussi sur, tu sais, tantôt tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intervenant, en tant que parent, là, pour aider là, l'enfant là, au quotidien. Ben, d'utiliser cette allocation-là pour acheter du matériel, pour avoir des professionnels qui vont venir aider l'enfant à s'adapter. Ça fait partie là, tu sais, des impacts, ben, des impacts qu'on peut avoir nous en tant qu'intervenants.
Puis, ben, les parents aussi, là, d'avoir du matériel adapté, des choses comme ça, là, ouais. Oui, puis je me souviens, moi, j'avais une amie, je si elle écoute, j'imagine qu'elle va se reconnaître, mais je me souviens que, par exemple, elle, dans sa chambre, elle avait, parce qu'elle dormait pas avec ses appareils, mais elle, tu sais, elle a vu des subventions qui fait que t'as accès toi aussi, je pense, à du matériel. Là, je veux pas, ça fait vraiment longtemps dans ma tête, mais je me souviens que si, mettons, il y avait une alarme de feu, ben, c'est relié à son lit, puis son lit à elle va vibrer, par exemple. Mais ça, c'était acquis par des subventions qui lui permettaient à sa famille d'avoir du matériel de ce genre-là. Oui, en fait, oui, c'est les centres, souvent là, de réadaptation, comme ici à Trois-Rivières, on a Intervalle Ouais. qui va s'occuper de ça. Donc, oui, moi, mon lit vibre pour me réveiller le Faut aussi matin. connecter au réseau. Absolument. Puis aussi, ben, pour quand mes enfants pleurent la nuit, j'ai un détecteur de son qui fait en sorte que mon lit va vibrer, la lumière va flasher. Et c'est comme ça que je me réveille, là. Ben, en tout cas, maintenant, là, ils sont rendus assez grands pour venir me voir, mais quand ils étaient plus petits, là, c'était comme ça, là, que je me réveillais, ouais. Ah, c'est le fun. Fait que dans le fond, toi, c'est pas l'implant, tu peux pas dormir avec, là. Fait que Euh, même si tu voulais, mettons, parce que tu dis, j'aime mieux me faire réveiller par le son que par le lit qui vibre, mettons, c'est pas une option. ben non, parce que comme c'est un aimant, ça Ah, tombe. c'est, ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui, c'est Donc, ça, Camille, oui. C'est vrai, c'est un aimant, celle-là. oui. Mais il y en a qui le font peut-être, c'est Mais c'est pas vraiment pas conseillé, idéal. là, Puis c'est de ça. toute façon, c'est pas non plus conseillé de le garder 24/24, 24 heures sur 24 parce que, bon, c'est de la stimulation constante, parce que ça peut créer de l'irritation. Bref, c'est pour ça, en fait, qu'il existe ces choses-là, mais je peux dire que c'est violent quand ça vibre, ça, c'est sûr. Fait que je suis très contente que mes enfants, ils viennent, ils viennent me Oui, réveiller c'est ça. maintenant. Ben, Merci. ça doit faire partie des choses aussi que tu fais dans la sensibilisation. Tu sais, tu commences par tes proches, par tes enfants. Tu sais, tes enfants, ils sont nés, tu avais déjà ta condition, fait que tu as pu leur en parler, tu as pu leur faire part, en fait, là, de ta condition, de comment ça fonctionnait. Tu sais, ils sont habitués de voir pour eux, c'est la normalité que maman laisse ça, là. Tu sais, eux autres, c'est pas quelque chose de spécial. Puis justement, quand on parle des avantages tantôt, ben, je pense que ça en est un avantage pour tes enfants de côtoyer la diversité comme la normalité. Ben, c'est sûr que pour eux, ils ont une meilleure ouverture, là, aux autres à cause de ça. Ah, puis c'est tellement cute, là, tu sais, qu'ils soient sensibilisés autant. Là. Ma petite, elle a 3 ans et demi, mon gars, il a 2 ans. Puis, elle est fière, là, tu sais, de le dire que maman, ben, ses oreilles sont brisées, qu'elle a un petit robot qui l'aide à entendre. C'est trop mignon. Puis, même dans son groupe au CPE, tu sais, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis là, je leur explique que c'est un petit robot. Puis là, pendant comme une semaine, ou deux, ils voulaient tout le temps voir mon petit robot, ses amis, tu sais. Fait que mettons, par rapport aux enfants, pour les sensibiliser, c'est vraiment de le vulgariser. J'ai beaucoup de livres aussi qui parlent, en fait, là, des problèmes d'audition. Tu sais, que c'est un petit garçon là, qui reçoit un appareil auditif. Ou un livre qui s'appelle Ma gardienne est sourde, et elle utilise la langue des signes. On le lit avec mes enfants aussi. C'est une façon de les sensibiliser. Puis, ils veulent tout le temps m'aider. C'est très, très mignon. Ouais, ils sont vraiment... surtout ma grande, là, elle m'aide beaucoup, beaucoup là-dedans. Ah, mais c'est le fun. Puis, tu sais, je m'attendais à ça d'enfants qui ont grandi là-dedans. Puis, c'est beau. Puis, comme, ils le propagent, puis ils le disent aux autres personnes. Puis, ils les sensibilisent. Tu sais, du haut de ses 3 ans, ta fille fait de la sensibilisation, là. Fait Oui. que moi, je trouve ça vraiment beau. Puis, tantôt, c'est ça. On parlait, là, d'activités aménagement matériel. Est-ce que tu as des suggestions de matériel en particulier, d'aménagement, de peut-être de petites choses que nous, en tant qu'entendant, on ne pense pas nécessairement, mais que finalement, tu sais, ça peut aider, là. T'as tes idées? Mais en fait, là, premièrement, comme je disais tantôt, la surdité, c'est très variable, les Ouais. degrés de surdité. Par contre, ce que moi, je vois souvent, en fait, ce qui est important, c'est toujours de s'assurer que l'enfant nous regarde. Parce que souvent, les personnes malentendantes, sourdes, ils vont lire sur les lèvres. On a besoin de voir la bouche, on a besoin de voir les expressions du visage. Je vais vous dire que le masque pendant la COVID, c'était terrible parce qu'on voyait plus rien. Ouais, ça, oui, c'est Mais sûr. donc de tout à s'assurer que l'enfant est à l'avant du groupe, que l'enfant il nous regarde quand on parle, quand on lui donne une consigne. Si on peut, si on a un coin plus calme dans le local, on peut lui permettre d'y aller. Euh, mais encore une fois, tu sais, ça dépend de l'enfant, ça dépend. Puis quand on fait le quand on fait, là, comme tu disais tantôt, l'allocation, s'il y a un éducateur spécialisé qui vient puis qui fait un plan d'intégration selon les besoins de l'enfant, ça, c'est vraiment génial. Au niveau du matériel, ben,
est-ce que si l'enfant apprend les signes, ben, c'est vraiment adéquat d'avoir un vocabulaire, un livre de signes, le vocabulaire là, tu sais, que l'enfant va utiliser, là, comme aller aux toilettes ou euh, encore, ou des choses comme ça que même en fait les éducatrices souvent vont utiliser Oui, avec leur groupe de poupons qui sont entendants parce que bon, c'est tellement facile, puis ça permet à oui. l'enfant de se faire comprendre aussi, là. Moi, mon gars dit encore, ça fait vraiment longtemps. Puis quand je l'écoute pas assez, quand je suis pas assez réactive à son encore, il est de même. Encore, encore! Oui, maman t'a compris encore, mais à ta minute. Mais il me le fait encore, ce signe-là, je m'en sors pas. Mais effectivement, que c'est super aidant pour les enfants que, justement, à cet âge-là, quand on retourne au pouvoir, ben, tu sais, les moyens de communication verbale sont encore assez limités. Fait que le langage, ben, tu sais, ce qui est enseigné plus en pouponnière, c'est le langage signé bébé, qui Oui, est inspiré du LSQ. oui, Puis là, après ça, si tu vas en Chine, c'est un autre langage. Fait que c'est ça, je trouve ça assez, comment c'est, comment que, peu importe d'une place à l'autre où est-ce que tu vas, c'est comme s'il y a des jargons, des dialectes différents de langage absolument. des signes. Ah oui. C'est, quand j'étais là, mon Dieu, OK, fait que c'est comme, t'as le langage anglais, le langage franco, t'as le langage, fait que, dans le fond, faut que tu réapprennes une langue, là. En fait, il y a 121 langues des signes à travers le monde. Donc, Quand tu voyages. oui, c'est ça. Ben, il y a des signes qui peuvent être similaires, il y a des signes qui peuvent se ressembler, mais non, on parle de une grande diversité, là. Ça, c'est certain. Ouais. Ah, mais ça fait partie d'un autre défi que vous avez, qui est la non-uniformisation là, de la langue des signes, Oui, aussi, il y avait un autre programme là, qui peut être vraiment intéressant pour les intervenants puis pour les parents aussi, qui est offert par la on KEPA. offre, oui, Oui, que nous, on offre à la KEPA. Donc, c'est Plaisir de lire, qui est un service là, qui se fait là, partout au Québec. Puis, c'est des intervenants là, qui vont dans les maisons, dans les garderies, les milieux de garde, avec des livres, puis qui vont... C'est comme un peu un éveil à la lecture, mais avec des signes. Donc, comment lire un livre à un enfant qui est malentendant ou qui est sourd? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vraiment un éveil à la lecture, mais pour un enfant qui est malentendant ou sourd. C'est un service qui est très, très apprécié, puis qui se donne partout dans la province du Québec, là. Ouais. wow, mais c'est donc bien un beau service. Puis en même temps, ça fait vivre autre chose. Puis je suis certaine que c'est apprécié par tous les enfants du groupe, là. Il ne doit pas avoir des réfractaires à ça. Puis ça fait quelque chose de nouveau. Puis ça fait aussi sentir l'enfant qui est malentendant spécial. Oui. Fait que ça, c'est tout le temps, d'offrir des petits moments comme ça, c'est tout le temps plaisant. Est-ce qu'il y avait autre chose à la KEPA qui se passe en ce moment? Est-ce que vous avez des nouveaux projets, des choses en cours que tu aimerais nous parler? Est-ce que vous êtes au salon? Je sais qu'il y a des salons qui arrivent bientôt. Je ne sais pas si ça fait partie de vos projets. Mmh. Oui, en fait, là, nous, on est vraiment beaucoup justement là, dans la sensibilisation et la promotion de nos services parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'enfants malentendants, de parents qui ne connaissent pas nécessairement. Donc, on fait des salons comme les salons Ma Matinée. Le 2 mai, on va être à Drummondville, justement. Puis, un petit peu plus tard en mai, là, je crois que c'est le 29, là, on va être à Trois-Rivières, au salon Ma Matinée aussi. C'est super ce salon-là parce que ça nous permet là, vraiment de sensibiliser là, sur la surdité. Puis, on continue là, d'agrémenter là, nos trousses pédagogiques avec du matériel qui est vraiment sacoche, comme par exemple, j'ai reçu une très grosse commande là, des jeux placottes, Ah qui oui. évidemment qui sont vraiment appropriés dans, dans ce sujet-là, en fait, là, finalement, là, au niveau du langage, Ben oui. l'orthophonie. Puis là, j'ai vraiment hâte de déballer puis de regarder ça comme il faut. Ça se passe très, très bien à l'équipe, là. On est toujours, on a de plus en plus de membres, puis les liens qu'on crée, c'est pour toujours, là, finalement, ces liens-là, là, ouais. Ben, c'est ça qui est important. Puis c'est fun de voir que vous accomplissez votre mission, puis que vous êtes des personnes qui sont engagées. Puis c'est encore plus beau de voir quelqu'un qui est importante au sein d'un groupe comme la KEPA, qui vit avec cette condition-là, en fait, qui réussit aussi. Puis c'est parlant encore plus pour la personne. Puis tu sais, mettons que j'ai un doute sur est-ce que mon fils, par exemple, a des problèmes auditifs, puis c'est toi qui m'accueilles à la KEPA, ben on dirait que le contact s'est fait tellement naturellement. Puis, OK, toi, comment tu as vécu ça? Ça a été de quoi pour toi, ça? Fait que tu vas être quelqu'un aussi qui partage beaucoup ton histoire, puis tu vas être habitué de le faire. Ben, merci vraiment de le faire d'ailleurs, parce que je pense que c'est super important. Puis, tu verbalises très bien. euh,
ce que c'est. Puis, qu'est-ce que vous faites aussi comme mission à la KEPA? Fait que félicitations à toi. Ah, ben merci. Puis je veux juste dire là aussi là, tu sais, pour les parents là, qui apprennent la surdité de leur enfant là, faites-vous confiance, faites confiance à votre enfant aussi. Il va être très résilient là-dedans. Puis n'hésitez pas à aller chercher là, des outils, des ressources autour de vous. Là. Il y en a, puis ils sont là. Là. Oui, puis on sait que ça peut faire peur, puis que ça peut être tu sais, demandant, difficile au début, c'est comme vraiment une épreuve à vivre. En fait, c'est comme tu as dit un peu tantôt, c'est vraiment comme un deuil de l'enfant entendant, de l'enfant qui jusque là, on pensait que se développait à un rythme normal, par exemple, de faire un petit pas de recul puis de s'adapter à ces nouvelles conditions. Mais les enfants s'adaptent bien. Puis je pense que c'est plus un choc pour nous, l'adulte, que pour l'enfant, en fait, de vivre ça, tu sais, à apprendre en bas âge cette condition-là. Euh, les enfants sont tellement résilients, ils s'adaptent tellement facilement que souvent, c'est plus à nous autres qu'on doit parler à notre petit nous intérieur que finalement, eux autres, ils vont nous faire grandir aussi là-dedans, là. Oui, vraiment, c'est absolument ça. Ouais. Donc, ben merci vraiment, Lisa, d'être venue aujourd'hui là, nous parler en fait des problèmes auditifs en bas âge. Je pense que c'est important qu'on en parle. Je pense que c'est important aussi qu'on normalise la problématique, donc les problèmes auditifs. Puis, ben tu l'as vraiment bien fait. Fait que merci vraiment d'être venue. Pour les gens à la maison, n'oubliez pas que nous sommes disponibles sur YouTube en format vidéo. Sinon, le format audio est disponible sur Balado et Spotify. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver la KEPA, donc la QEPA, la KEPA, sur les réseaux sociaux, sur leur site internet aussi. Vous pouvez aller les suivre pour voir là, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Si vous avez besoin de leur service aussi, n'hésitez pas là, à les contacter. Donc ici, c'est la KEPA, le Mauricie, Centre du Québec. Donc je vous dis un grand merci et on se dit là, à la prochaine fois. À l'écoute de la petite enfance.